Bon les gars, ces dernières semaines, on a vu des visages qu'on attendait plus trop en sélection revenir en équipe de France, avec les retours de Florin Thauvin et N'Golo Kanté. C'est des retours qui font plutôt kiffer franchement, mais surtout qui m'ont donné envie de parler des vrais comebacks en sélection, ceux qui ont vraiment marqué l'histoire du foot. Voilà, des comebacks spectaculaires, des comebacks bizarres, pourquoi pas, des comebacks ratés, mais aussi des comebacks vraiment mythiques. Alors forcément, vu qu'on parle des comebacks marquants de l'histoire du football, bon, on va parler de joueurs d'un certain standing, hein, c'est évident, mais voilà, il y a quand même quelques trucs sympas à dérouler. Donc installez-vous confortablement dans le camp du foot, et puis on est parti. Bon, on va tout de suite commencer par évacuer le plus récent, le KB Nueve évidemment, hein, 2021. Bon, pour moi ça me paraît, c'était il y a 2 ans, mais en fait ça fait déjà 4. Mais ouais, Benzema en équipe de France, bon c'est un peu le rendez-vous raté, hein, clairement. Quand il arrive en 2007, il est annoncé quand même comme la future pépite de l'équipe de France, qui va a priori remplacer Thierry Henry un peu dans la hiérarchie. Bon, il commence à se faire une place, hein, progressivement. En 2008, il est déjà là pour l'Euro. Donc voilà, présence quand même assez jeune pour l'époque. Et puis bon, après, il va quand même avoir des passages un peu plus compliqués. Il va rater Naïsna, heureusement pour lui quand même. Ça, c'est quand même un sacré move, c'est très bien. Mais après, voilà, surtout sous Laurent Blanc pour l'Euro 2012 et sous Deschamps après, il va devenir un peu le taulier de l'équipe de France en attaque. Bon, il est là aussi pour la remontada contre l'Ukraine, hein, pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. 2014, il fait quand même une très bonne phase de poule. Après, bon, voilà, élimination un peu rapide contre l'Allemagne, mais voilà, vraiment, il est là, il pèse un peu en tant que taulier de la sélection, et il finit même par récupérer le brassard de capitaine en 2015. Donc voilà, ça dit un peu l'épaisseur qu'avait pris Benzema en sélection, et l'importance qu'il avait. Et bon, bah là, on sait tous un peu ce qui se passe, l'affaire de la sextape, il est écarté de l'équipe de France avec Valbuena. Et là, bon, clairement, l'avenir va un peu s'assombrir pour lui en sélection, hein. Battage médiatique énorme autour de l'affaire. Deschamps veut pas forcément le resélectionner tant qu'il est encore pris dans ces histoires judiciaires. Bon, il s'ensuit un froid avec Deschamps et même des propos sacrément maladroits, ça c'est sûr. Et donc, bah, du coup, voilà, résultat, il est écarté de l'équipe de France pendant 5 ans. Alors, même 5 ans, moi, ça me paraît assez court parce que dans le ressenti, vraiment, je le voyais beaucoup plus que ça. Mais bon, globalement, sur ces années-là, on se dit que il reviendra jamais en équipe de France parce que il fait quand même des performances de malade avec le Real Madrid. Il enchaîne 3 Ligues des Champions sous Zidane. Enfin voilà, globalement, c'est le mec qui a rien à se reprocher d'un point de vue sportif pour être sélectionné, c'est sûr. Mais Deschamps en veut plus. Deschamps veut plus le réintégrer parce qu'il estime que ça va casser un peu sa dynamique, ça va casser sa cohésion de groupe, etc. Donc voilà, on se dit que Benzema en équipe de France, c'est fini. Et puis en fait, en 2021, bah finalement Deschamps il commence à faire un peu marche arrière, à réouvrir un peu la porte parce qu'il voit que finalement dans son effectif, dans sa construction d'équipe en attaque, bah, il y aurait quand même sûrement une place pour Benzema qui apporterait de la créativité, qui apporterait du lien. Et donc ouais, il commence à se dire que ça serait une bonne chose. Et finalement, bah, le comeback arrive. Voilà, Benzema il est resélectionné en équipe de France, évidemment il vient. Et le retour, il est quand même assez marquant, je trouve, parce que tu as imprimé dans la rétine des grands échecs et des grands exploits, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est la Ligue des Nations. Et ouais, il fait du coup la campagne l'Euro 2021 avec une phase de groupe qui est quand même très réussie, il est quand même plutôt en forme. L'équipe, bon voilà, le problème de l'équipe, c'est qu'en fait, ils sont parmi les favoris de la compétition parce qu'ils ont une armada offensive de malades à l'époque entre Benzema, Grisou, Mbappé, Giroud, Dembélé, enfin qui tu veux, c'est vraiment, ils sont présentés comme vraiment l'équipe un peu à battre. Et d'ailleurs, Coman, je me souviens, il est interviewé là-dessus, il dit que bon, globalement, ils ont un peu la meilleure équipe du monde. Bon, c'est un peu comme d'habitude, hein, quand tu arrives quand même avec les meilleurs attaquants du monde, on connaît un peu l'histoire en 2002, c'est pas toujours une bonne chose. Bon, bah là, c'est ce qui va se passer avec un match de dingue contre la Suisse, où on va être éliminé, mais quand même, tu as un retour qui est quand même assez marquant. Et puis surtout, tu as cette phase de Ligue des Nations, avec le Final Four contre la Belgique et contre l'Espagne, où là, tu fais des matchs quand même complètement dingues avec le combat contre la Belgique et surtout la finale contre l'Espagne qui est vraiment réussie avec un but de Benzema et tout. Donc en fait, le comeback, bon, bah, il est vraiment réussi de ce point de vue-là. Derrière, il va même être convoqué pour la Coupe du Monde 2022. Mais bon, il va être blessé et puis il va devoir partir un peu prématurément. Et ça va se refinir un peu en eau de boudin, un froid avec Deschamps, des versions qui diffèrent, tu sais pas trop un peu ce qui s'est passé. Enfin bon, du coup, ça se termine là-dessus, il prend sa retraite internationale après ça. Mais voilà, le comeback de Benzema, globalement, moi je trouve qu'il est ultra marquant. Déjà parce que tu avais globalement, pas que la France, hein, tu avais tous les pays qui attendaient le retour de Benzema en sélection depuis des années. Tout le monde militait à chaque fois que tu avais des Ancelotti, des qui tu veux qui étaient interviewés, ils disaient je comprends pas pourquoi il est pas en sélection. Et donc le fait qu'il revienne comme ça, bah, c'était vraiment un truc à voir, aussi bien pour les Français que pour les autres, quoi.
Bon, on enchaîne avec le prochain comeback, et celui-là, ouais, clairement, on peut parler de comeback légendaire. Bah, c'est le roi Pelé. Pelé, clairement, c'est un comeback légendaire, c'est même peut-être le comeback originel, enfin, je sais pas, mais c'est surtout un comeback qui a marqué un peu l'histoire du foot pour plusieurs raisons. Déjà parce que roi Pelé, en 66, à la Coupe du Monde en Angleterre, il a 25 ans, le Brésil, c'est les favoris absolus, ils sont double tenants du titre, et en fait, ils vont se faire déboîter, surtout Pelé va se faire déboîter physiquement, parce que y a une politique sportive des autres équipes qui sont, faut lyncher Pelé, quoi. Faut lyncher Pelé, donc il se prend tacle sur tacle, il se fait déboîter, et il finit même par finir des matchs sur une jambe. Alors en fait, à l'époque, t'as pas de remplacement. Donc un joueur blessé, soit il sort du terrain et tu finis à 10 contre 11, soit il continue, mais du coup il est blessé, quoi. Donc Pelé, il fait comme ça des matchs sur une jambe, et le Brésil finit par être éliminé par le Portugal. Mais voilà, clairement l'idée c'était de lyncher Pelé à l'époque. Et d'ailleurs Zechev, qui est un défenseur bulgare qui a affronté Pelé et qui l'a blessé, il va dire j'ai commencé le travail et Moraïs l'a terminé. Donc voilà, c'était vraiment l'idée, et Pelé il sort de là mais complètement lynché, et surtout hyper énervé. Voilà, il dit que il quitte la sélection et il reviendra plus parce que le football s'y prête pas, et que on peut pas jouer en fait dans des conditions comme ça, et il a pas envie de faire la guerre sur un terrain de foot. Donc il décide d'arrêter la sélection, et en fait ça marque le Brésil évidemment, mais ça marque aussi le monde de manière générale, et du coup ça fait évoluer aussi un peu les mentalités, et la FIFA, elle va changer aussi son règlement vis-à-vis de ça. Elle va déjà instaurer les remplacements, voilà, donc à partir de ce moment-là, en fait, les joueurs peuvent être remplacés s'ils sont blessés, donc ça c'est quand même une énorme nouveauté dans le football. Et puis surtout, avant la Coupe du Monde 70, ils vont instaurer les cartons jaunes et les cartons rouges pour réprimander un peu les comportements antisportifs. Et donc ça c'est une vraie nouveauté, et finalement Pelé, lui, il va faire son retour en 68, et donc en fait, on peut considérer que ce retour, il est non seulement spectaculaire du point de vue de l'évolution du foot, parce que évidemment, t'as instauré quand même 2 règles majeures dans le football aujourd'hui, et puis surtout il est spectaculaire parce que derrière, il fait partie du Brésil 70. Le Brésil 70, c'est le 3e titre mondial de Pelé, c'est une épopée complètement spectaculaire, c'est un jeu déployé qui est resté dans l'histoire comme vraiment le jeu ultime du Brésil. Donc voilà, de tous les points de vue, c'est spectaculaire. Pelé, il rentre dans l'histoire encore plus, ça devient vraiment le roi ultime, et voilà, c'est the comeback Pelé. Derrière, après la Coupe du Monde 70, Pelé, lui, il va prendre sa retraite internationale en disant que c'est bien de partir au top quand le public vous demande encore. Bon, ça c'est la version officielle. La version officieuse, il y avait peut-être des histoires de négociation de primes avec la sélection brésilienne qui voulait pas lui accorder des meilleures primes qu'aux autres joueurs, et du coup, lui en plus, il était un peu en galère financière à cette époque-là pour des histoires d'escroquerie. Bon voilà, on va rester globalement sur la première version. Ce qui peut être aussi vraiment spectaculaire, c'est que les 97% de mes viewers qui sont pas abonnés, lâchent un petit pouce bleu et s'abonnent pour développer la chaîne. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, difficile de parler du roi sans mentionner Dieu, hein. Oui, parce que Maradona aussi, il a fait son comeback. Alors clairement, c'est pas du tout la même teneur, hein. Là, on est sur un comeback mi-mythique, mi-tragique, hein, parce que c'est aussi le personnage, hein. Maradona, c'est comme ça. On est en 91, et clairement, à cette époque-là, Maradona, c'est un dieu vivant, il a tout gagné. Coupe du Monde 86, finaliste en 90, c'est un idole à Naples. Mais voilà, il est vachement surveillé, il est usé, et surtout il est accro à la cocaïne quand même, ça faut le dire. Et justement, en parlant de ça, en Serie A, il est contrôlé positif à la cocaïne, et donc du coup il va être suspendu 15 mois. Et donc ça va l'éloigner non seulement évidemment de Naples et du football, mais aussi de la sélection argentine. Et surtout, il va sombrer un peu plus dans une méforme physique, ou psychologique aussi évidemment, mais voilà. Il va essayer de faire son retour au bout de 15 mois de suspension à Séville, ça va pas trop marcher. Voilà, tu sens que c'est plus le même Maradona, qu'il est sur une forme physique quand même vraiment en déclin, qu'il a du mal à reprendre un peu à son souffle et à retrouver un peu sa forme ultime. Mais de son côté, l'Argentine, elle va vraiment mal. La sélection, clairement, elle est en bonne galère. Elle vient de se prendre un 5-0 très humiliant face à la Colombie en qualification pour le Mondial 94. Et donc, du coup, il y a une pression médiatique qui monte et une pression de la population aussi qui monte pour que notre fameux dieu, il réintègre la sélection. Et donc, en fait, le sélectionneur de l'époque, il va céder sous la pression populaire et il va finir par rappeler Maradona en sélection. Et là, Maradona, il réussit un vrai bon comeback. Il fait des bonnes performances, il permet à l'Argentine de se qualifier pour la Coupe du Monde, et surtout en Coupe du Monde, il arrive très affûté, avec une super forme, et vraiment, t'as l'impression qu'il a quasiment retrouvé son prime. Il fait une super phase de groupe avec un but mythique contre la Grèce et une victoire contre le Nigeria. Donc là, tu te dis, ouais, c'est relancé. Mais bon, avec Diego, c'est jamais aussi facile que ça. Il va être contrôlé positif à un stimulant après le match contre le Nigeria, justement.
Et du coup, il va être suspendu et il va être viré de la sélection et de la Coupe du Monde. Et voilà, c'est la fin de Maradona en sélection. C'est quand même assez dramatique. Ce comeback, ça résume un peu tout. Ça résume un peu tout le personnage. C'est ultra clivant et ultra controversé. Et justement, en parlant de personnages à fort caractère et assez controversé, ça m'amène au prochain comeback. C'est celui de Samuel Eto'o avec le Cameroun. Là, on est sûrement sur le comeback le plus express de l'histoire, hein. On parle d'une absence d'1 mois. Donc voilà, je sais pas si tu appelles ça un comeback parce qu'en fait c'est une absence entre 2 rassemblements, mais entre-temps, finalement il s'est passé plein de choses parce qu'il a annoncé sa retraite internationale, il a refusé même une sélection, et puis finalement il a annoncé qu'il revenait. Donc en fait c'est comme si c'était un comeback, mais bon, factuellement, il a juste fait une absence entre 2 rassemblements. Bon, cette situation en fait elle vient d'une accumulation de tensions et de conflits entre la fédération camerounaise et Eto'o et même plusieurs autres joueurs. Ça avait déjà commencé en 2011 parce que l'équipe du Cameroun avait refusé de jouer un match contre l'Algérie pour une histoire de non-paiement des primes pour les joueurs. Et clairement, ça va mal passer parce que Eto'o, il va être suspendu par la fédération pendant 15 matchs. Bon, finalement, la sanction, elle va être réduite, puis elle va être supprimée. Mais bon, le mal, il est quand même déjà fait. Justement, en 2013, il refuse de venir en sélection pour des matchs de qualification pour la CAN 2013. Finalement, il va revenir et le Cameroun va se faire éliminer par le Cap-Vert, donc il ne va pas participer à la CAN. Donc ça, c'est un peu le coup de massue supplémentaire, et c'est à la suite de ça que Eto'o, il annonce sa retraite internationale. Et bon, justement, 1 mois après, Volker Finke, qui est le sélectionneur du Cameroun à l'époque, il va le rappeler, et puis il va réussir à le convaincre, et finalement, Eto'o, il va revenir en sélection, il va même rechausser le brassard de capitaine, et il va emmener la sélection camerounaise à la Coupe du Monde 2014. Il va participer à la phase de groupe, mais le Cameroun ne va pas passer la phase de groupe. Et là, ça va être le rideau définitif pour Eto'o en sélection. Mais voilà, c'est une histoire un peu houleuse, c'est un semi-comeback entre guillemets quand même, parce que bon, c'est un peu plus de la com qu'autre chose, mais ça compte, ça compte. Bon, le prochain les gars, j'avoue, en tant que Français, ça me réjouit pas particulièrement de le mentionner, mais faut être honnête, c'est un des comebacks quand même les plus réussis du point de vue du palmarès dans l'histoire du foot. C'est Ricardo Carvalho, hein. Ricardo Carvalho, il revient pour le premier titre international de l'histoire du Portugal, donc bon, ça va, c'est pas trop mal quand même. Bon, le premier épisode, il arrive en 2011. À cette époque-là, Carvalho, c'est un leader de l'équipe du Portugal, mais pas que, de Real Madrid aussi. Il a fait une sacrée carrière entre Porto, Chelsea, Real Madrid. Enfin voilà, c'est un des meilleurs défenseurs du monde, c'est sûr. Il a 33 ans quand même, donc il est déjà quand même un petit peu sur la fin. Et là, il va y avoir un épisode sur un match amical contre Chypre. Il n'est pas retenu en tant que titulaire dans l'équipe pour le match contre Chypre. Et finalement, il va quitter la sélection, il va quitter l'équipe et il va rentrer directement au Real Madrid en disant que c'est un scandale, que c'est un manque de respect, que c'est pas possible de le considérer comme ça et qu'il ne reviendra plus en sélection. On en pense qu'on veut, il y avait un petit peu d'ego quand même dans cette histoire, mais Paulo Bento, qui est le sélectionneur de l'époque pour le Portugal, il va le démonter publiquement. Il va lui dire que clairement c'est un manque de respect aussi vis-à-vis de la sélection et c'est pas un comportement professionnel. Et bon, tu te dis que là clairement, la carrière internationale de Ricardo Carvalho, elle est terminée. Fini. Surtout qu'en plus, on l'a dit, mais il a 33 ans. Donc tu sais qu'il est quand même un peu sur le déclin, que Paulo Bento, il va quand même rester un certain temps à la sélection, que le temps qu'il parte, voilà, les années vont passer, donc tu vois pas trop comment il va revenir finalement. Et sauf que si, parce qu'en 2014, c'est Fernando Santos qui reprend la sélection, et là, il veut réapporter un peu de consistance dans l'équipe, donc il rappelle quand même des joueurs un peu cadres qui ont aussi de l'expérience. Et Ricardo Carvalho, à cette époque-là, il est arrivé à Monaco, et il a retrouvé un peu une petite forme et une petite jeunesse parce qu'il fait vraiment des bonnes performances avec Monaco. Et donc, du coup, il se fait rappeler aussi par la sélection. Donc, il va aider le Portugal pour se qualifier pour l'Euro. Puis finalement, voilà, il va participer à l'épopée du Portugal à l'Euro 2016. Alors, même s'il n'est pas titulaire indiscutable parce que la charnière principale, c'est plutôt Pepe et Font. Mais voilà, il va quand même faire partie de l'équipe et il va repartir avec un titre de champion d'Europe, qui est donc le premier titre international de l'histoire du Portugal. Donc vraiment, il rentre dans l'histoire et il devient une légende portugaise, hein, ça on peut le dire. Et il va arrêter sa carrière à ce moment-là. Donc voilà, c'est le comeback gagnant ultime, ça. Franchement, bien joué, il n'y a pas à dire. Bon, on va parler un peu de Ronaldinho, hein. Bon, Ronaldinho, clairement, c'est un peu le comeback que tout le monde avait espéré, mais qui va jamais vraiment se passer, même s'il a lieu, hein, parce qu'il va revenir en sélection, mais pas au niveau du Ronaldinho qu'on espérait tous, quoi. Donc voilà, Ronny, son prime, on le connaît tous, hein, 2005, 2006 même, il fait quand même une super saison, et puis il fait cette Coupe du Monde où ils se font éliminer par la France, mais quand même, t'es sur un gros niveau à cette époque-là. Il va rester un peu taulier en équipe du Brésil à la suite de la Coupe du Monde, mais déjà tu sens que
prend progressivement un peu moins d'épaisseur dans la sélection. Ronaldinho du Milan, bon, c'est encore très bon, hein, mais c'est plus vraiment le Ronaldinho Prime, hein, tu sens que ça commence à baisser. Et progressivement, il va quand même avoir une forme un peu en déclin. La fin de Ronaldinho au Milan, c'est quand même pas la grande forme, et surtout qu'à cette époque-là, il a quoi? Il a 30 ans, hein, donc c'est pas non plus... c'est un peu un truc qu'on peut se dire pour tous les Brésiliens, hein, parce que entre Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Neymar, ils vieillissent pas tous super bien, hein. Et voilà, Rony, c'est clairement ça, et il se met aussi un objectif, c'est de réintégrer la sélection pour la Coupe du Monde 2010. Bon, objectif qui va clairement rater, alors que voilà, c'est un peu tout ce qu'on espérait de le voir, mais il n'a pas la forme clairement, et puis il y a aussi d'autres joueurs qui lui passent devant, hein, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi Dunga qui gère la sélection à cette époque-là. Et lui, bon, les artistes que tu peux pas trop gérer, c'est pas trop son truc. Il est plutôt sur un système à la Deschamps, on va dire. Voilà, il faut de la rigueur, il faut une équipe du Brésil qui se tient bien, on parle de la défense. Donc voilà, ça marche pas trop. Et là, Rony, il va revenir au pays, à Flamengo. Et finalement, même si les 6 premiers mois, ils sont quand même assez compliqués, et tu as l'impression que clairement, tu reverras plus le Ronaldinho Prime, bah, il retrouve finalement une vraie forme, il fait des vraies bonnes performances à Flamengo, et donc du coup, il est de nouveau crédible, et il va réintégrer la sélection en 2011. Voilà, il y a une bonne période entre 2009 et le 2011 où il n'est pas présent, mais il réintègre la sélection en 2011, et donc c'est un peu le comeback de Ronaldinho. Et là, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, comeback que tout le monde a un peu espéré, mais qui s'est jamais vraiment passé. C'est que oui, il va refaire un peu des sélections, il va réintégrer un peu l'équipe, il va être à nouveau un peu dans le débat, mais ses objectifs, c'est quand même la Copa América 2012, c'est la Coupe du Monde 2014, et ça va jamais se dérouler, parce que sa forme va pas le permettre assez, parce que le contexte et le sélectionneur aussi va faire que voilà, il n'est pas privilégié. Et donc voilà, on le revoit un petit peu avec le maillot jaune, mais c'est vraiment juste pour les photos, ça va pas être la grande forme non plus, quoi. Ça résume aussi un peu Ronaldinho, hein, c'est ce qu'on a toujours en tête, c'est que c'est un des joueurs vraiment légendaires de l'histoire du foot, qui a eu un prime absolument incroyable, mais qui n'a pas duré non plus suffisamment longtemps dans le temps, et qui n'a pas eu la carrière que tu aurais pu espérer. Bon, le prochain, les gars, c'est le comeback le plus bizarre de ma liste, je trouve. Franchement, c'est Yaya Touré. Alors Yaya Touré, il nous fait un comeback, c'est très bizarre. Bon, déjà, il est de la grande génération de la Côte d'Ivoire, hein, forcément, avec tous les grands noms, et c'était un peu la génération pépite qui devait tout gagner avec Drogba et compagnie. Bon, finalement, ils vont quand même avoir des vraies désillusions, notamment sur les CAN, où ils vont finir en finale et ils vont se faire éliminer à chaque fois, et ils vont passer à côté des titres. En 2015, Drogba, lui, il a pris sa retraite, et donc Yaya Touré, il est toujours là avec le brassard de capitaine pour mener un peu la Côte d'Ivoire à ce fameux titre. Et il va réussir, ils vont choper la CAN 2015, donc voilà, il va rentrer un peu dans l'histoire, et à ce moment-là, il va se dire, bon bah voilà, c'est un peu logique, mais c'est un peu le moment de tourner la page, il va décider de faire une pause. Il annonce pas directement sa retraite internationale, il annonce plutôt vouloir faire une pause, mais qui va durer quand même 1 an, et on ne sait pas trop si on va le revoir en sélection ou pas. Surtout qu'à l'époque, il a quand même une forme un peu aléatoire, il a pas mal de blessures, il n'est pas tout le temps à son meilleur niveau. Donc voilà, c'est un peu la question, mais il est tout le temps à chaque rassemblement de la Côte d'Ivoire, il est tout le temps mentionné, est-ce que Yaya Touré va revenir ou pas. Et finalement, en mars 2016, on annonce son retour, donc il est sélectionné pour la Côte d'Ivoire, donc là on se dit, bon bah voilà, ça y est, il va revenir, c'est le comeback. Finalement, il va être rater le rendez-vous parce qu'il va se blesser, et donc du coup il va devoir déclarer forfait et il va pas rejoindre la sélection. Donc là encore, on se dit, bon bah c'est partie remise, il va revenir au prochain rassemblement. Mais non, parce qu'en septembre 2016, justement, là, il va annoncer sa retraite internationale. Donc là, voilà, c'est clairement la fin de l'histoire. Et en fait, c'est toujours pas fini, puisqu'en 2017, donc 1 an après, il va progressivement un peu replacer ses pions et faire des interviews dans lesquelles il explique que s'il peut aider la sélection et encadrer les jeunes et revenir en sélection, il le ferait avec plaisir. Donc il va de nouveau être dans les débats, et en 2018, il est sélectionné pour la Côte d'Ivoire, donc le grand retour de Yaya Touré 3 ans après sa dernière sélection en fait. Donc là, voilà, c'est quand même un truc un peu marquant, et ça va être d'autant plus marquant qu'il va se passer un épisode très chelou. Donc il est sélectionné pour la Côte d'Ivoire, ils ont des matchs amicaux en France d'ailleurs à cette époque-là, et il se pointe pas en sélection. Il se pointe pas en sélection, et donc tu as des articles un peu partout qui naissent, qui disent, voilà, c'est la sélection de Côte d'Ivoire justement qui dit, Yaya Touré est introuvable, on sait pas où il est, quoi. On sait pas où il est. Donc là, un peu flottement pendant quelques jours, et finalement, lui, il va faire un communiqué, enfin, il va annoncer ça sur les réseaux sociaux, il va s'excuser en disant que voilà, il peut pas rejoindre la sélection pour raison familiale. Bon, un peu bizarre déjà, genre, pourquoi tu préviens pas l'équipe, pourquoi tu préviens pas ton coach, c'est un peu chelou. Derrière, plus rien.
derrière plus rien. Donc il annonce pas forcément sa retraite internationale, mais évidemment il y aura plus rien. Il n'y a pas forcément d'explication sur ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un peu le flou, mais c'est la fin de Yaya Touré en sélection. Donc voilà, comeback clairement très bizarre et surtout très raté, ça c'est sûr. Bon, on y va les gars. De toute façon, vous avez vu la vignette quand vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous savez qu'on va parler de lui, mais le mythe, la légende, hein. Monsieur Zizou. À lui, c'est évidemment le retour qui m'a le plus marqué, mais ça c'est logique, je pense comme tout bon Français qui a la trentaine. Clairement, c'est l'époque où tu commences un peu à t'intéresser au foot, entre 2002 et 2006. Et là, bah voilà, c'est Zizou, c'est un peu le mythe français, c'est un peu le joueur que tu suis quand tu regardes l'équipe de France, tu as les yeux qui pétillent quand tu le vois, etc. C'est le leader. Et clairement, c'est lui que tu veux voir sur le terrain, c'est sûr, hein. Et en 2004, après l'Euro et forcément la grosse désillusion contre la Grèce, bon bah, Zizou, il a un peu les boules, il est un peu épuisé, il annonce sa retraite internationale. Et il annonce sa retraite, et avec lui d'ailleurs, il y a même d'autres cadres de l'équipe qui annoncent leur retraite. Il y a Makelele, il y a Thuram. Et donc voilà, c'est un peu une page qui se tourne, et c'est un peu une déception pour tout le monde parce que il annonce sa retraite. Bon, oui, il a la trentaine passée, mais il est encore à un niveau énorme, quoi. Donc en fait, tu te dis que tu te prives quand même de quelques années et que tu as un peu les boules de le voir jouer avec le Real Madrid et de ne plus le voir avec l'équipe de France. Surtout que l'équipe de France à cette époque-là, donc qui va être reprise par Domenech, c'est pas la folie. C'est pas la folie. La phase de qualification pour la Coupe du Monde, clairement, c'est une galère. Le niveau de jeu, il est vraiment pas ouf. Les résultats sont pas ouf non plus. Et donc, ouais, tu te retrouves en 2005 avec une équipe de France qui est globalement pas en super bonne position pour jouer la Coupe du Monde 2006, quoi. Et là, Domenech, il va réussir quand même un très bon move parce que Zizou va annoncer son retour en équipe de France. Voilà, en expliquant que clairement, il veut aider sa sélection. Après tout ce que l'équipe de France lui a donné, il a envie de redonner en retour. Alors, bon, tu sais pas si c'est lui qui s'est décidé tout seul ou si vraiment Domenech a eu une influence là-dessus. Mais bon, on va lui donner quand même un peu de crédit. Et surtout, son retour, clairement, c'est un retour vraiment mythique parce que ça fait parler énormément, parce que tu as cette fameuse une de l'équipe, il revient, qui est vraiment qui est une relique maintenant. Et puis même dans son sillage, il va amener à nouveau Makelele et Thuram qui vont revenir en sélection. Et donc, du coup, ça ramène des cadres, ça ramène de l'expérience. Et là, progressivement, la machine va se remettre un peu en route. Et il va amener l'équipe de France à la Coupe du Monde 2006. Alors bon, c'est pas non plus aussi simple que ça, hein, parce que bon, le début de la Coupe du Monde 2006, on le sait, la phase de groupe, c'est une vraie galère. Pour essayer de remettre un peu toute l'équipe d'aplomb. Bon, ça marche pas directement. Mais derrière, bon, tu as une épopée qui est absolument incroyable. Tu as Zizou Prime, bon, je sais pas si c'est exactement son Prime, mais globalement, la Coupe du Monde 2006, c'est une masterclass de Zizou, c'est incroyable. Ce match contre le Brésil, le match contre l'Espagne, la finale même, où il a un niveau de ouf, et puis ce coup de boule contre Materazzi, voilà, ça rentre dans la légende. C'est clairement un comeback qui est absolument mythique, hein. C'est vraiment le truc, pour moi, c'est le comeback ultime. Bon, il y a Pelé, mais Pelé, tu l'as pas vécu, donc c'est un peu différent quand même. Bon, là, pour le prochain, on parle peut-être du comeback le plus vieux. En tout cas, dans ma liste, c'est clairement le plus vieux. Après, je pense qu'il y a aussi des comebacks avec des joueurs peut-être plus vieux qui sont revenus en sélection. Mais là, le géant suédois, le Zlatan, clairement, ouais, on n'était quand même pas sur la première jeunesse, hein, c'est clair. Bon, en 2016, il arrête la sélection après l'Euro. On est sur un joueur qui a 34 ans. Voilà, c'est assez logique. Il se concentre un peu sur sa carrière en club. Il va quand même pousser une longévité assez incroyable, hein. Et puis bon, tu te dis que voilà, c'est logique, c'est la fin de Zlatan en sélection. Il a quand même marqué l'histoire de la sélection suédoise. Mais il faut laisser un peu la place aux jeunes, il n'y a pas de souci. Et puis en carrière en club, il va quand même continuer à faire des trucs assez intéressants. Bon, forcément du côté de la MLS, mais après son retour à Milan, en tout cas sur le début, c'est vraiment intéressant, surtout pour son âge. Il reporte un peu Milan, il redonne du caractère à l'équipe, il redonne aussi un peu de rigueur, c'est sûr. Et finalement, en 2021, à 39 ans, il va retourner en sélection. Alors à ce moment-là, la Suède, ils sont un peu en galère, c'est une phase de transition. Bon, la Suède d'aujourd'hui, de toute façon, c'est pas non plus encore la joie, mais en 2021, c'est déjà un peu le cas. Ils essayent de trouver un peu leur effectif, de trouver leur équipe type. Et ouais, c'est pas la folie au niveau des matchs de qualification. Et donc, du coup, Zlatan, il va revenir à 39 ans. Et il va faire quand même un retour assez marquant parce qu'il va retrouver une place de titulaire, en tout cas sur les premiers matchs. Il va directement marquer avec un style à Zlatan, un caractère, etc. Il redonne du punch un peu à la Suède quand même quand il revient. 39 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, bon, après, ça démontre le personnage. Il a fini à 41 ans, je crois. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une machine. C'est un mec physiquement qui tenait de ouf, qui avait une endurance dans sa carrière qui était assez impressionnante, une rigueur et tout.
Et bah voilà, le voir revenir à 39 ans, c'est un peu. En plus, il aime bien ça, hein, lui, clairement, surtout quand la sélection est un peu en galère, un peu revenir en légende, genre je viens sauver tout le monde. C'est clairement son style. Bon, après, ça va durer sur quelques matchs, mais bon, il a quand même son âge au bout d'un moment, hein, ça va pas durer si longtemps que ça. Il va finir par aider un peu la sélection en étant notamment remplaçant pour l'équipe. Mais voilà, c'est un peu le caractère de Zlatan, c'est montrer qu'il est jamais fini, que l'âge n'a pas d'emprise sur lui, que il peut venir sauver une situation où il y a besoin de lui. Voilà, c'est clairement un peu le comeback, je trouve, ça résume un peu le personnage. Et pour le dernier, je voulais finir par un peu de nostalgie. Alors bon, j'ai hésité à parler de Messi dans la liste parce que évidemment, clairement, il fait partie des retours marquants aussi, non pas par son comeback, mais par aussi le fait que bah, derrière aussi, il y a eu quand même pas mal d'années avec l'Argentine où il a fini par gagner la Coupe du Monde. Mais le comeback en lui-même n'est pas ultra marquant, mais quand même épuisé un peu après la Coupe du Monde 2014 de rien réussir à gagner avec la sélection argentine, il prend sa retraite. Finalement, il va revenir sur sa décision assez rapidement. Et puis derrière, bon bah voilà, ça met quelques années, mais ça finit par arriver, la Copa América, la Coupe du Monde, etc. Donc voilà, ça pouvait se mentionner, mais je voulais parler de Kaka, moi. Je voulais parler de Kaka parce que bah, Kaka, c'est un peu ce comeback raté, c'est un peu comme Ronaldinho en fait, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, voilà, ça fait encore un Brésilien de plus hein, qui quand même termine pas très bien après la trentaine. Alors pas très bien, en tout cas pas aussi bien que ce que tout le monde aurait espéré, ça c'est sûr. Et voilà, Kaka, c'est la période 2006-2007, il est injouable, c'est un prime incroyable, Ballon d'Or en 2007, le Kaka du Milan, c'est une masterclass, hein. Franchement, il nous régale. Et là, en 2009, bon, bah, forcément, tu as la campagne des Galactiques de Florentino Pérez et il est acheté avec Ronaldo, avec Benzema. Voilà. Tu as quand même une équipe de malades à cette époque-là, les nouveaux Galactiques du Real. Tu te dis que ça va être incroyable. Moi, je me souviens à cette époque-là, j'avais trop envie de le voir jouer avec Ronaldo, bon, aussi avec Benzema parce que c'est un Lyonnais, mais surtout, tu avais envie de voir cette équipe évoluer, les synergies entre les joueurs, etc. Et en fait, tu vas jamais la voir parce que il va enchaîner les blessures, méforme, je sais pas, peut-être rigueur dans l'hygiène de vie, tu sais pas trop. Mais en tout cas, clairement, ça va pas le faire au Real. Il participe à la Coupe du Monde 2010. À cette époque-là, il fait partie un peu des tauliers, donc tu comptes vraiment sur lui aussi pour porter le Brésil. Et en fait, il va pas faire une grande Coupe du Monde, c'est sûr. Il va pas forcément porter le Brésil comme tu l'attendais. Le Brésil se fait éliminer par les Pays-Bas. Et ouais, là, tu te dis que c'est un rendez-vous un peu manqué parce que c'est un peu l'occasion, c'est un peu le moment où clairement il avait quelque chose à faire avec la sélection. Et derrière, il va essayer de revenir parce que, bon, voilà, toutes les blessures vont un peu s'accumuler du côté du Real. Il va pas faire des saisons pleines. Il va avoir des moments de trou où il n'est pas forcément appelé en sélection. Mais le comeback dont je parle, moi, c'est le comeback que t'attends de Kaka sur un grand rendez-vous, sur bah, justement une autre grande compétition, Copa América en 2012, Coupe du Monde en 2014. C'est un peu comme Ronny en fait, hein. C'est un peu les rendez-vous sur lesquels t'attends que vraiment tu aies un éclair et que tu puisses revoir le grand Kaka sur une compétition internationale, quoi. Et en fait, ça va jamais se passer parce qu'il va jamais vraiment retrouver sa forme. Il va quand même avoir un petit pic à Orlando, mais il va être sélectionné à nouveau en 2012. Il va déclarer d'ailleurs que il est quand même assez surpris d'être sélectionné parce qu'il s'y attendait vraiment pas, qu'il pensait que clairement il s'était fait un peu passer devant et que son tour était passé. Mais voilà, globalement, c'est des petits matchs amicaux, c'est des petits matchs de qualification. Mais les vraies grandes compétitions, il est plus là et il est plus sélectionné. Et bah voilà, le comeback en compétition que t'attends, en fait, il arrive pas. Bon, j'ai un peu triché, c'est pas un vrai comeback, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que ouais, Kaka, il m'a un peu marqué, un peu comme Ronaldinho. C'était un peu les joueurs, t'avais un peu envie de revoir le Grand Brésil avec ces grands joueurs-là. Et en fait, ils ont pas duré assez longtemps dans leur carrière pour que tu puisses les revoir, quoi. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des retours dont j'ai pas parlé qui vous ont marqué. Bon, il y avait des mentions honorables, notamment pour l'équipe de France, même si c'est pas des retours marquants, mais des retours après des longues périodes d'absence. Il y avait Las Diarra quand même, faut le noter. Il y avait Dembélé en 2021, ça faisait quand même 2 ans avec toutes ses blessures, etc., qu'il n'avait pas participé à un rassemblement de l'équipe de France. Et puis un peu avant encore, il y a Dorasso quand même qui fait son grand retour pour la Coupe du Monde 2006, alors que vraiment il n'a pas été sélectionné depuis des années. Et encore plus vieux, je crois que c'était Larbi Ben Barek, qui avait le record, avant Thauvin, il avait le record du nombre de matchs ratés sans sélection. Et donc bon, Thauvin l'a battu là. Mais voilà, des petites mentions honorables. Mais après, sur les autres pays, évidemment, n'hésitez pas si vous voulez mentionner des retours, des comebacks dont j'ai pas parlé, hein. Je peux pas tout mettre dans la vidéo, c'est évident. Mais en tout cas, je trouvais que cette liste, elle faisait quand même un tour sur la majorité des comebacks les plus marquants de l'histoire du foot. Donc voilà, ça me plaisait bien.
Bon les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Et puis pour le reste, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, du coup, sûrement. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao. Bon, et si t'as kiffé cette vidéo, je pense que tu devrais apprécier aussi le 11 des Bleus ayant eu leur première sélection les plus tardives en équipe de France. Donc n'hésite pas à acheter un œil.